Bonjour à vous. Je suis en compagnie du président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CI3S de Lanaudière CSN, M. Simon Deschênes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur Deschênes, expliquez-nous votre syndicat en tant que président. Vous représentez quelle catégorie? Parce qu'il y a plusieurs catégories là-dedans. En effet, il y a 4 catégories d'emploi dans les secteurs publics, dans le réseau de la santé. Nous, on représente la 2 et la 3. Qu'est-ce que c'est? La 2, c'est le personnel vraiment paratechnique et auxiliaire, donc tout ce qui est préposé bénéficiaire, l'entretien ménager, soutien à domicile, les ouvriers spécialisés. Et plusieurs autres types d'emplois, là, c'est la catégorie 2. Donc, cette catégorie-là, plus la 3, qui est le secteur bureau et de l'administration. Donc, évidemment, tout ce qui englobe ce travail essentiel, c'est les 2 catégories qu'on représente. On sait que depuis quelques années, et même bien avant ça, on a des petits problèmes du côté de la santé. Ça va pas très, très bien. Puis spécialement depuis la pandémie, eh bien, ça a empiré et les gens sont épuisés, sont fatigués. Vous, depuis l'année passée, en tant que président du syndicat, on sait que la convention collective s'est terminée l'année passée, si je ne me trompe pas. En mars. En mars l'année passée, 2022, et que vous êtes en renouvellement de convention collective depuis le mois d'octobre. Effectivement. Comment ça se passe de ce côté-là? Bien, c'est pas facile. Comme on l'explique à nos membres souvent, c'est différent quand ton patron, c'est le législateur, c'est le gouvernement. Il y a ce que moi je dis, excusez l'anglicisme, une game politique, un petit jeu politique où ce que naturellement, c'est l'argent des contribuables. Puis le gouvernement va prendre un certain temps avant de commencer à réellement s'asseoir et négocier. Quand en plus on fait face à un gouvernement comme celui de la CAQ, très enligné, il y a ses plans et c'est suivez-nous, sinon on ne vous suivra pas. C'est vrai que c'est difficile parce que depuis octobre, bien qu'on a déposé nos revendications au gouvernement, plein de solutions là, pour justement le problème d'épuisement dans le réseau, les conditions de travail. On ne parle pas que d'argent, là. On parle vraiment de tout ce qui touche les services qu'on offre à la population, la question de la proximité des soins, l'accessibilité, puis surtout la gratuité. Cette fameuse idée qu'on a eue dans les années 70, la carte d'assurance maladie, eh bien aujourd'hui, des fois, on se demande à quel point on donne réellement à notre monde ce pourquoi ils payent. Et les travailleurs du réseau, on est sensibles à ça. Fait que c'est sûr qu'on attend, oui, d'avoir ces échanges avec le gouvernement, parce que pour le moment, on nous a déposé un projet très décevant, surtout pour un gouvernement qui dit haut et fort que ses priorités, c'est la santé et l'éducation. Là, on est ensemble en front commun, puis ce qu'on voit, c'est qu'il nous a déposé de maigres offres, puis aucune ouverture, aucune écoute, même pour les revendications. Le plus fâchant, comme je disais tantôt, c'est qu'en fait, on n'a même pas de retour sur les revendications qu'on a déposées. C'est-à-dire, si c'est non, au moins explique-nous pourquoi. Dis-nous que tu as lu le document, j'espère. Mais vous avez ouvert une parenthèse en parlant de front commun. On sait que dans les syndicats, il y a 4 syndicats, hein, si je me trompe? Oui, chez nous dans la Lanaudière, mais toujours parce qu'il y a 4 catégories d'emploi, seuls 4 syndicats peuvent représenter dans un même établissement de santé, dans notre cas, c'est le 6 de la Lanaudière, peut représenter ces gens-là. Au Front commun, par contre, parce que là, il y a l'éducation et l'enseignement supérieur qui s'ajoutent à la santé, il y a plusieurs syndicats. Mais dans le Front commun, c'est FTQ, CSQ, APTS et CSN, évidemment. Et c'est quasiment une première. Ça fait longtemps que les 4 syndicats oui. se mettent ensemble là, pour aller au Front commun. Oui, on parlait des années 70. Là. Ouais. C'est ça, on a connu des ères où le mouvement syndical, puis je le critique pas, là, je dis c'est historique, ont préféré faire cavalier seul, chacun de leur côté, pour tenter de négocier des renouvellements de conventions collectives. Mais la dernière négociation, on est très amer de la façon dont on s'est fait diviser, à travers même la pandémie qui rendait d'autant plus difficile cette négociation-là. Donc, on a dit non, il faut vraiment s'unir d'une seule voix pour être à une seule table et se parler dans le blanc des yeux. Et qu'est-ce qu'on revendique en termes de front commun? Bien, on commence par l'argent, mais je vais vous dire tout de suite que l'argent ne suffira pas à améliorer les conditions puis voir le réseau. Évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec l'inflation historique qu'on connaît depuis plusieurs années, les membres de notre syndicat sont soucieux de ça. Puis moi, je le vis personnellement. Ton 25$ de l'heure que tu faisais il y a 5 ans, tu le vois sur le prix de l'épicerie aujourd'hui, le gaz, etc., c'est plus le même argent, ça n'a plus la même valeur. Alors, intégrer des mécanismes de protection du coût de la vie par le biais de l'IPC, par contre, qui est une façon de calculer qu'est-ce que l'année passée, ça nous a coûté de plus, comment ça coûte de plus maintenant à vivre. Et le mécanisme permettrait chaque année d'ajuster le salaire de tous les travailleurs des secteurs publics en fonction de l'IPC de l'année précédente. Et qu'est-ce qu'on vous offre présentement? Est-ce que c'est... Présentement, on nous offre un 9% sur 5 ans, donc sur une convention. Est-ce que c'est acceptable pour vous autres?
Bien, ça couvre à peine l'inflation qu'on vient de vivre. Et là, on ne parle pas que d'augmentation salariale. Souvent, on va parler aussi, c'est ça, de maintenir le pouvoir d'achat. De là, l'intégration du mécanisme de protection du coût de la vie. À ça, évidemment, on veut se rendre attractif. C'est ici maintenant. Au Québec, je n'ai pas de statistiques précises, mais il n'y a pas beaucoup d'employés pour les postes à occuper. L'ouvrage, il y en a comme ça. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on est un employeur de choix? On promet à quelqu'un qui veut venir chez nous, on te garantit un bon salaire en partant. Fait qu'on demande de redresser le salaire des travailleurs de 100 $ de plus par semaine pour la première année de convention. Ensuite, deuxième année, 4 % plus l'IPC qui serait intégré, donc la protection du coût de la vie. Et finalement, troisième année de convention, un 3 % toujours avec l'IPC. Moi, dire à quelqu'un, tu t'en viens dans un emploi qu'on va t'offrir la chance de dire, peu importe ce qu'il va avoir comme augmentation, on protège ton pouvoir d'achat par un mécanisme automatique qui dit que ça, on te le garantit. Ça, c'est gagnant. Ça, c'est une mesure d'attractivité. Après ça, là, on n'a pas que l'argent. Il faut mettre d'autres mesures en place pour que les gens qui y sont, ils restent. Ils restent en santé aussi, puis fiers de ce qu'ils font. Mais comme vous dites, il n'y a pas juste le côté argent, il y a autre chose aussi. Là, effectivement. Au-delà de l'argent, premièrement, chez nous, l'assurance collective, il faut comprendre que les employés des secteurs publics ne peuvent pas adhérer à l'assurance médicaments du Québec comme les citoyens québécois. Donc, nous, on paye l'assurance collective pour nos soins de santé, mais pour les médicaments. 80 % de ce que ça nous coûte l'assurance, c'est les médicaments. Et si vous suivez un peu le prix des médicaments d'année en année, ça ne fait que monter. Donc, nos assurances montent sans cesse. Ça coûte une fortune aux employés. On demande au gouvernement d'investir davantage dans sa part à lui de contribution pour l'assurance collective. Mais aussi, on demande au gouvernement justement de s'asseoir et de s'engager à mettre en place un régime 100 % public pour l'assurance médicaments. Donc, on est contribuable. On devrait, nous aussi, avoir accès à cette assurance maladie-là. Et par le fait même, ça nous coûterait beaucoup moins cher l'assurance collective. Au-delà de l'assurance collective, évidemment, il y a l'investissement dans les conditions de travail. Tantôt, on parlait un peu de la table centrale des revendications importantes en matière de financement. Eh bien, c'est le Conseil du Trésor qui est assis devant nous dans ce temps-là. Et on a aussi des tables sectorielles, qui est une autre table de négociation parallèle qui, dans notre cas, touche le réseau de la santé. Et on demande toujours, évidemment, pour négocier là, d'avoir de l'investissement du Conseil du Trésor. Donc, dans les revendications du Front commun, on demande d'investir dans ces tables sectorielles-là des sommes importantes pour pouvoir travailler sur ces tables-là, sur des conditions de travail gagnantes. Puis aussi, il y a les droits parentaux. Sans dire qu'on demande des choses qui ont une incidence financière, on voudrait faire adapter la Convention à notre réalité d'aujourd'hui, qui est bien différente d'il y a 20, 30 ans, quand ça a été mis en place, d'adapter donc certaines modalités, entre autres pour les gens à temps partiel, qui aient accès au même régime que nous, mais aussi parce que maintenant, on n'a plus la même réalité. Les mères monoparentales, c'est rendu fréquent. Et il y a certains aspects aussi qu'on voudrait revoir là-dessus. Ça, c'est pour la table centrale, les revendications du Front commun. Et pensez-vous que le gouvernement vous écoute pour ces revendications-là? Moi, j'ai l'impression d'être écouté. Moi, je dirais qu'il entend. Okay. Certainement qu'ils n'ont pas de troubles auditifs, puis ni de troubles de lecture, à toute évidence, parce qu'à monter des projets de loi, comme je le vois des fois, je me dis à quelque part, ils savent très bien lire. Mais il n'y a pas d'écoute. Quand on parle d'écoute, c'est de dire les revendications dont je vous parle, et là, j'ai fait bref, il y a beaucoup de solutions. On aimerait au moins avoir un retour du gouvernement qui nous dise on est d'accord ou pas avec ça, puis qu'on en parle, qu'on échange. Parce que là, on n'est pas capable de dire à nos membres, au travers du réseau, pourquoi il ne veut pas aller vers ça, pourquoi il s'entête avec un plan, puis qu'il ose dire dans les grands médias, c'est beaucoup, là, j'ai investi en santé parce que c'est important, c'est ma priorité, mais ça ne se concrétise pas sur papier. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute, et ça, on en demande énormément. Puis qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, le ministre Dubé parle présentement d'une réforme. Hein? Une réforme après un autre et un autre et un autre, parce qu'on a déjà vécu plusieurs réformes en santé. Exact. Là, on nous parle du projet de loi 15. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, à propos de cette nouvelle loi-là qu'on veut passer? Bien, déjà, ça me dit, rares sont les projets de loi aussi importants déposés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est historique. Dur de le comprendre. On parle d'efficacité dans son titre, mais on ne voit pas concrètement dans le texte de ce projet de loi-là comment on peut rendre plus efficace le réseau en ouvrant la porte au privé, en mettant entre les mains d'investisseurs qui veulent partir une business de santé, l'espèce de droit de gérer d'en haut. En fait, vous l'avez dit, on a vécu beaucoup trop de réformes jusqu'à aujourd'hui et les travailleurs pourront tous le dire unanimement. 20 années de réformes pour, au bout du compte, dire chaque fois qu'on a centralisé en mettant le pouvoir un peu plus haut au gouvernement, ça a juste donné de plus en plus de dommages à la base.
on n'écoute plus justement les travailleurs qui sont là pour peut-être des fois revoir le tir. Régionalement, on n'a pas la même réalité, la même clientèle. On doit s'adapter, être créatif localement pour donner des vrais bons soins de proximité. Et dans le projet de loi 15, ce qu'on dit, c'est des Top Guns qui vont aller, puis même le terme, on dit il est vendeur, c'est très vendeur dit de même, mais ce n'est pas c'est pas les Top Guns du réseau. Nos vrais Top Guns sont sur le terrain au quotidien. C'est eux qu'on devrait écouter, puis le projet de loi 15 veut simplement créer un Hydro-Québec de la santé ou une Loto-Québec de la santé, donc une société d'État qui, ce qui est quand même particulier, avec un gouvernement qui a dû répondre beaucoup de ce qui s'est passé dans le réseau dans la pandémie, entre autres, fatigant pour un gouvernement d'avoir toujours à répondre, parce que c'est une obligation par leur rôle à l'Assemblée. Santé Québec, PL15, réforme du B, vous pourrez entendre toutes sortes de terminologies. Ce que ça dit, c'est qu'en gros, on va vraiment tout décider d'en haut. On va pas vraiment vous donner la chance de dire quoi que ce soit et on va chromer égal. Donc, est-ce que Saguenay, est-ce que Québec, Montréal ou Lanaudière ont réellement la même façon de donner des soins, les mêmes clients? Je vous dirais que non, c'est clair. Fait qu'on nous enlève toute forme d'autonomie. Puis les boss, on l'a vu, là, des chefs, là, que souvent les gens disent « le patron, il n'est pas fin jamais ». Non, il y a des patrons qui sont là pour des bonnes raisons, des anciens travailleurs de la santé qui ont décidé de tomber en gestion. Et la mauvaise réponse qu'on reçoit trop souvent, c'est « oui, oui, je sais ce que vous me dites, là, on devrait donc faire comme ça, mais c'est pas l'indication que moi j'ai eue d'en haut. Et moi, je dois faire ce job-là. » Mais c'est pas le rôle du gestionnaire, justement, de prendre cette information-là de la part de leur employé et de monter ça plus haut? C'est pas leur rôle, ça? Oui, c'est leur rôle. Et je dirais même que c'est leur devoir parce que c'est les fonds publics. Et mon patron, moi, dans mon livre à moi, c'est pas monsieur le gouvernement. C'est la population qui paye. J'en fais partie moi-même, qui paye ses impôts. Et là, bien, ce qu'on fait souvent, et on l'a vécu sans nommer de cas particulier parce que je ne veux pas aller là, mais des situations où finalement, le gestionnaire sait très bien que ce qu'il s'en va faire, ça ne sera vraiment pas gagnant, mais on lui a ordonné, puis il y a tellement de paliers qui partent du gouvernement que moi, je rends des comptes à mon directeur adjoint qui lui dit « Hey, le gouvernement met de la pression, là. Est-ce que tu l'as fait comme on avait nommé? » Le dossier des deuxièmes bains, par exemple, là, c'est un très bon dossier. Là. On dit au gouvernement « On va donner des deuxièmes bains. » Tout le monde dit « Bien, on est tous d'accord avec ça. Comme rendre plus efficace le réseau, on veut tout ça. » Mais après ça, je te donne un ordre quasi irréalisable, mais fais-le parce que on a vu des têtes de boss tomber souvent, et là, je parle pas littéralement, pas chez nous, mais on a vu des patrons se faire mettre à pied parce qu'ils n'assurent pas le mandat que le gouvernement lui donne. C'est ce qui nous rend toujours dans une drôle de position avec les travailleurs qui disent aujourd'hui, malheureusement, ça sert à quoi de parler à mon boss? Il n'y peut rien. Il n'y a pas de budget pour ça. Comment on peut vouloir faire une réforme, centraliser tout ça, sans même aller consulter les gens qui sont sur le terrain? Parce qu'en réalité, c'est eux qui ont de la difficulté, c'est eux qui sont débordés, c'est eux qui travaillent puis qui ont les deux mains dans la pâte, là. Comment est-ce qu'on peut faire une réforme sans même avoir consulté ces gens-là? Bien, la réponse est comme dedans. C'est comme comment peut-on se revirer de bord sans demander aux gens qui ont vécu l'expérience des 10-15 dernières années de réformes et de problématiques, de dire qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre finalement de l'expérience du passé pour se rendre meilleur dans l'avenir? Ce qu'on semble dire, c'est bien, on va faire la réforme qui, à l'époque, quand on a fusionné le 6 de Lanaudière, je dis waouh, c'est tellement rendu big. Ouais, ça serait drôle un jour, hein, tu m'as dit le 6 du Québec. Bien, exactement là qu'on s'en va. Hors de toute attente, plutôt que de décentraliser, de dire ouais, faut ramener ça à la base, redonner l'autonomie, le pouvoir au local. On fait le coup de barre. C'est comme la continuité du projet de M. Barrette qui pourtant la CAQ dénonçait auparavant. Aujourd'hui, on fait juste comme donner raison à M. Barrette en continuant la réforme la plus monstrueuse jamais vue dans notre réseau de santé. C'est, ouais, on en fait des cauchemars. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on milite. Comme je vous disais en début tantôt, il y a la négo, il y a le projet de loi 15. C'est deux choses. Par contre, au bout du compte, le projet de loi 15 aura nécessairement des impacts énormes sur le réseau de santé, voire sur l'avenir des travailleurs, qui, rappelons-le, chaque jour, des bons travailleurs nous quittent pour aller ailleurs. Effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour les retenir, ces gens-là? Parce qu'on en a besoin dans le système de santé de ces gens-là. Là. On fait comment pour les retenir? Moi, je vais faire une petite analogie facile. On vit tous des relations de couple. Un jour, ça va moins bien, on s'en aperçoit, on se dit il faut revoir, il faut raviver la flamme. Il faut se parler, il faut échanger déjà là, il faut faire le sommet de discussion nécessaire pour arriver à trouver c'est quoi les cibles et après ça, on avance ensemble. Bien là, on n'est pas là. Notre gouvernement encore, et Dubé nous dit j'ai tout essayé. Alors, je dépose un projet de réforme. Moi, je rappelle au ministre Dubé que ça fait pas longtemps que tu es là. T'sais. Fait qu'à quelque part,
Je trouve que c'est un peu précipité que de dire j'ai tout essayé et encore, on ne nous parle pas. Nous, on a demandé, d'ailleurs dans les négociations, c'est nommé, on veut un moratoire. Arrêtons de réformer, faisons un grand sommet de discussion, un vrai. Pas une commission parlementaire, parce que ça, c'est un spectacle. Je l'ai revu, je l'ai compris moi-même avec mon expérience que on est dans le cadre d'un spectacle, les réponses ne viennent pas nécessairement et les bonnes questions sont pourtant posées. Alors, c'est pas un débat social, ça. Un débat social, c'est de réunir les gens, tous les gens qui sont de près ou de loin touchés par le réseau. Et oui, ça prend un gros compromis de la part de M. Legault et ministre Dubé parce que oui, il faut s'asseoir avec les syndicats, avec les travailleurs, avec les médecins. Tout ce qui, à leurs yeux, parfois, ils disent qu'on le tient tête. Mais pourquoi on nous tient tête? La question est là, c'est parce qu'il y a des raisons, puis nous, on est des porte-parole. Ça, souvent, on tente de le faire oublier que les syndicats sont des porte-parole qui ont des mandats par l'Assemblée, et ça, c'est très différent que de dire que c'est nous qui bloquons dans des démarches où ce que pourtant on veut de l'avancement social. Ça, vous soulevez un point, puis je vais revenir dans 30 secondes, mais les négociations et la réforme qu'il veut mettre en place, il y a quand même un lien là-dedans, parce que là, on dit que votre convention collective qui n'avance pas peut aussi bien bloquer la réforme. C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux, là, entre la convention et la réforme? Le lien qu'il y a entre les deux, en fait, il va devenir un lien à partir du moment qu'on applique la loi parce que, puis là, ça nous ramène au début de l'entrevue, je disais qu'il y a 4 catégories d'emplois. Ça, c'est une loi un jour qui a été déposée. On ne rentrera pas dans les technicalités pour les auditeurs, là, mais en gros, on est obligé d'être seulement par établissement de santé au plus 4 syndicats. Moi, je disais, j'ai 2 catégories. Donc, chez nous, dans la Nodière, il y a 3 syndicats, en fait, pour gérer les 4 catégories. Qu'est-ce qui se passe quand on applique la loi 15? Bien, ça veut dire que là, on doit déclencher un maraudage, une lutte syndicale pour déterminer lesquels des 4 syndicats. Et là, on vient s'attaquer directement au droit légitime des travailleurs d'avoir un libre choix d'affiliation syndicale. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'en restera que 4 sur toute la diversité de culture syndicale, de vision, puis ça appartient aux membres de décider c'est qui veulent. Bien, quand on applique la loi 15, on crée ça. Ça fait un remaniement. Et là, quand on dit que les syndicats négocient les conventions, on comprendrait que tout ce qu'on pourrait négocier là pourrait être à refaire, parce que là, il n'y aurait que 4 syndicats à la fin qui négocient finalement. Là, aujourd'hui, on n'a pas de clarification précise encore. On écoute l'Assemblée nationale qui a recommencé. On amende le projet. On tente de faire des amendements là où on sent qu'il y a peut-être une pogne pour rendre ça mieux, pour améliorer le projet en soi. Mais on n'est pas quand même dans une consultation publique. Là, on n'aura pas... Le chronomètre est parti. Il y a une fenêtre de temps très restreinte. Puis les plus grands politiciens de ce monde, même s'ils soutiennent l'idée que c'est peut-être pas une bonne idée, le PL15, un gouvernement majoritaire, c'est ça. C'est de même, ça finit, hein? Et le gouvernement nous dit que les négociations n'avancent pas à cause des syndicats. C'est vrai, ça? Effectivement, c'est pas faux de dire que les syndicats bloquent, littéralement. Puis quand on dit ça à TV, ça nous donne un effet comme si on était des ralentisseurs de l'évolution et de l'avancement. En fait, c'est que nos membres nous ont donné des mandats clairs qui touchent, oui, à la fois les salaires, le coût de la vie. C'est un souci que nos membres ont, qu'on protège le coût de la vie sur les salaires, mais aussi toutes les conditions de travail qui font que c'est gagnant, autant pour garder notre monde, l'expertise qu'on a dans le réseau, mais aussi pour en attirer d'autres. Là, c'est là où ce trio ensemble, les conditions, tout est mis en place pour faire en sorte que on garde notre monde, puis on a un futur qui s'en vient devant nous, où ce que les travailleurs qui sortent de l'école disent, ben moi, l'employeur de choix, c'est le réseau de santé. Comme peut-être dans le temps où ce que nos parents nous disaient, les secteurs publics, c'est gagnant dans la vie. La seule chose que mon père n'a pas eu tort sur la question de, hey, il m'avait dit, Simon, dans la vie, un hôpital, ça ne ferme jamais. On l'a vu dans la pandémie. Sinon, c'est tout ce qui reste de temps précieux là, à nos conditions, là, supposément gagnantes, gras dur. Fait que non, les syndicats ne bloquent pas. Autrement que tant qu'on n'aura pas une ouverture à discuter, puis quelque chose à dire à notre monde sur pourquoi on n'est même pas capable de faire un petit peu d'avancement sur les échanges. On a un comité patronal de négo qui, porte-parole d'un gouvernement, vient nous dire c'est ça le projet. Oui, mais on voulait parler d'inflation. Ah, j'ai pas ça dans les cartons, je peux pas t'en parler. Et pour toutes les autres choses dont je parlais tantôt, même scénario. Fâchant pour des négociateurs, puis oui, on bloque dans ce temps-là. Puis au pire qu'ils viennent jaser avec nous en personne. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui change les représentants en avant, je ne sais pas. Mais clairement, les syndicats ne bloquent pas tant qu'on n'aura pas un règlement. On va faire notre travail. Un travail qui est encadré par la loi. On a un devoir de représentation, même au-delà de nos propres idéologies. Notre monde s'attend beaucoup plus que ce qu'on a sur la table en ce moment comme proposition. Et comme vous dites, on veut que les gouvernements vous écoutent parce que vous avez des choses à dire.
Et vous avez aussi des solutions à offrir pour que ça aille mieux. Parce qu'on le voit là, avec toutes ces réformes-là, il n'y a jamais rien qui change avec les années. Étant donné que vous n'avez des solutions à offrir, êtes-vous capable de nous parler de quelques solutions que vous avez? Oui, bien, je commencerai, puis je pourrais finir, puis clairement qu'on ne pourra pas tout passer, mais je vais donner des exemples clairs. Nos travailleurs dans l'ombre, les essentiels travailleurs dans l'ombre du réseau, on parle souvent de médecins, d'infirmières, de préposés, récemment on s'est mis à en parler plus. Moi, j'ai des tonnes de travailleurs de l'administration, secteur bureau, qui administrent, prennent les rendez-vous, s'occupent de faire les horaires. C'est mon travail, moi, quand je suis pas au syndicat, faire les horaires. Je veux dire, si on n'est pas là, on oublie ça, là, ça ne fonctionnera pas. Et ça, demander aux médecins, ils vont le confirmer, ça. Aussi, les autres travailleurs dans l'ombre, comme les ouvriers, qui, auparavant, là, pendant la pandémie, nous ont vraiment, vraiment beaucoup donné de coups de main. Ils étaient là pour voir à tout refaire des unités COVID en dedans d'une fraction de seconde parce qu'une nouvelle arrêté débarquait, disait que là, ça prenait ci, ça prenait ça. Il y a beaucoup d'autres travailleurs dans l'ombre qu'on ignore politiquement parce que le poids est peut-être pas assez pesant pour eux. Pourtant, ils sont autant essentiels et ça, nous, on le dit, on en a des solutions. Ces gens-là sont là, puis il faut les valoriser. Il faut leur donner un sentiment d'appartenance parce que quand tu écoutes TVA le soir, que tu vis ta misère depuis des années, puis que tu essaies de te retrousser les manches, puis tout ce que tu entends, c'est le gouvernement dire être conscient qu'on manque d'infirmières, puis de préposés, puis de médecins, bien, c'est fâchant, Christy, parce que effectivement, il y a beaucoup plus que du personnel de soins pour faire en sorte qu'on ait des soins. D'autres solutions seraient sur la question de l'embauche. J'ai beau attirer du monde, mais au bout du compte, il va falloir que je fasse en sorte de les garder. Comment on fait ça? On forme des formateurs, ce qu'on ne fait pas dans le réseau. En fait, dans le réseau, on ne paye même pas les gens qui se font alourdir leurs tâches en ayant quelqu'un avec qui aujourd'hui je vais faire un apprentissage. Et aussi le monitoring, parce que par la suite, excusez l'anglicisme, mais par la suite, il faut faire un suivi de ça. Est-ce qu'il allait bien? Est-ce qu'il évolue bien pour donner la qualité de soins qu'on s'attend? Puis cette personne-là, tout seul, laissée à elle-même, avec peu d'encadrement, souvent nous quitte pour des raisons, puis on les voit les raisons des départs, là. Souvent des raisons qu'on aurait pu éviter par un meilleur encadrement et aussi un meilleur mentorat, mais on ne paye pas les gens pour former. Tu es à -2 aujourd'hui comme préposé, puis tu as un nouveau préposé qui débarque, là, puis il ne sait pas comment faire la job, mais il faut que tu y montes tout en travaillant en double, en triple. C'est pas des conditions gagnantes. Fait qu'en ce moment, il n'y en a pas de formation à ce niveau-là. Il y a une formation quand on va à l'école. Puis après ça, quand on arrive, il y a ce qu'on appelle, oui, là, une prise en charge initiale, mais... Par des gens qui sont déjà débordés. Exactement. Des gens qui sont très bons. Je ne suis pas en train de dire que ce pas les bonnes personnes qui forment. Mais on ne les met pas dans les conditions gagnantes pour que cette personne-là se dise « crime, c'est le fun ici. J'ai envie d'appartenir à ça, moi. » Non, au contraire, on se dit « ouf, ils ont l'air amers, fatigués, épuisés. » Limite, on dirait que je la dérange. T'sais. Et quoi d'autre que vous suggériez pour... Bien, évidemment que quand on parle de réformes, c'est dans nos revendications. Ce sont les réformes. Parlons de comment on peut se réorganiser et redonner, oui, un système d'autonomie locale où ce que les gens sur le terrain peuvent, à quelque part, dire qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que l'omerta, dans notre réseau de santé, c'est une terminologie qu'on utilise beaucoup, fait en sorte que nous, on ne peut pas rien dénoncer publiquement, sauf des représentants syndicaux, qu'on a une certaine forme de manœuvre. Mais si on dénonce quelque chose qu'on a vu qui nous apparaît impensable, puis qu'à la limite, c'est peut-être dangereux pour les soins qu'on donne, bien, si on ose parler de ça dans les médias, on peut perdre notre emploi. C'est un contrat qu'on a, j'appelle ça le pacte avec le diable. On ne peut pas le nommer. Fait que si on prend même pas, si finalement on achète le silence dans plusieurs situations où on aurait pu dire « Hey, je vais lever la main », je vais le dire pourquoi ce coup-là, là, on l'a échappé. On pourrait rapidement revoir les choses, mais non, on camoufle ça. Il y a quelque chose, il y a un système qui est à revoir, mais ça part vraiment avec... Avant, on avait des conseils d'administration sur lesquels des travailleurs siégeaient. Et là, les conseils d'administration sont devenus, excusez pour ceux qui sont là-dessus, là, mais c'est rendu une opération politique, encore une fois, où clairement, c'est une passoire. Il n'y a pas grand-chose qui peut se faire nommer de là et dénoncer en haut. Au contraire, on veut montrer que tout va bien tout le temps. Ouais, c'est comme si on nous encourageait, les PDG, les gestionnaires, à dire « Ah, tout va bien, même quand tout va pas bien. Trouve moyen de dire que ça va bien. Camoufle. » Ça, je trouve ça difficile à entendre parce que oui, ça arrive souvent le fait de dire on se tait, on parle pas, on lève pas la main pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien parce que justement, il faut présenter l'image comme de quoi que tout va bien dans la vie et que tout est sous contrôle. Oui, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais étant donné que c'est justement, on voudrait que le gouvernement nous écoute un peu plus, ceux qui sont à la base. Ils nous écoutent présentement. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire aujourd'hui? À la population? Non, à nos gouvernements.
parce que vous êtes en négociation avec eux Ouais. et qu'on semble ne pas vouloir vous écouter. Qu'est-ce que vous aimeriez lancer comme message pour qu'ils vous écoutent un peu? Pour quelqu'un qui aime bien les communications, je dirais d'abord, vous avez une bonne équipe bien soignée de communication. Chaque mot qui sort à la télévision est bien prévu. Au-delà de ça, c'est beau passer bien du temps à la télévision. Nous, on vous invite à passer du temps à la table de négociation. Puis on est parlable, du monde bien parlable. C'est qu'on le sait bien que c'est peut-être pas dans vos intentions d'écouter, mais si on veut vraiment arriver à régler rapidement, parce que le gouvernement récemment disait « je veux accélérer la négociation », commençons par nous donner des réponses à pourquoi toutes ces solutions qu'on a déposées n'ont pas été retenues à la négociation du côté du gouvernement. En donnant un retour, on pourra peut-être réévaluer comment même nous-mêmes on peut revoir les choses, mais clairement, c'est de l'écoute qu'on veut. Puis la deuxième chose, je dirais au gouvernement, c'est que vous nous faites passer parfois pour des pas fins. Puis vous l'avez dit tantôt, moi je considère que c'est faux, mais être pas fin, il faut faire attention de ne pas trop froisser les travailleurs parce que là, on s'en va chercher un mandat de grève à l'automne. Puis on est prête et puis c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'écoute. Alors, pour se faire entendre, là, en terminant, il y a quelque chose qui s'en vient là, au mois de septembre, le 23 septembre prochain. Là. 23 septembre, je dirais que c'est le dernier décompte avant que, justement, les travailleurs se soient positionnés sur le vote de grève qui, je sens que ça s'entend déjà que ça va être favorable. Puis après ça, bien, il va falloir se retrouver on va se retrouver avec une manifestation nationale, excusez. Donc la manifestation nationale le 23 septembre, ça se tient à Montréal. Toutes les régions, on a organisé des autobus qui ramassent les gens partout dans les 4 coins de la région et avec familles, amis, supporters des travailleurs du réseau de la santé. Donc la population est invitée à venir nous rejoindre dans les rues de Montréal. On attend plusieurs centaines de milliers de personnes, justement pour dire au gouvernement, donnez-nous cette écoute, parce qu'on est là d'une seule voix, mais à plusieurs milliers de personnes, à vous dire, il est temps, là, après 1 an, qu'on commence à avoir cette réelle écoute et qu'on avance réellement dans la négociation. J'espère que le message va passer. Merci beaucoup, M. Deschênes. Merci à vous. Et je vous souhaite bonne chance dans vos prochaines négociations, dans les négociations qui ont lieu présentement. Oui. Et on va espérer que le gouvernement écoute les gens qui sont en bas, parce que c'est eux qui ont les 2 mains dans la pâte puis qui travaillent là-dedans. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Et bien moi, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis on se reparle à la prochaine. Bye-bye.